Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous sommes une fois de plus à Yaoundé, madame, monsieur. Elles sont 58 formations politiques éligibles au financement public des campagnes électorales pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Conformément à l'article 285 de la loi portant code électoral, les fonds publics dans le cas des élections des députés, des conseillers municipaux sont mis à la disposition des partis politiques en lice pour le double scrutin depuis hier au ministère de l'administration territoriale pour une enveloppe globale d'1,7 milliard de francs CFA. Seuls 850 millions seront partagés pour le compte de la première tranche aux 58 formations politiques au prorata des listes présentées et acceptées dans les différentes circonscriptions électorales. La seconde tranche, toujours d'après la loi, est servie aux partis après la proclamation des résultats proportionnellement au nombre de sièges obtenus. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus depuis Douala par Cédric Noufelé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, monsieur, tout de suite, c'est le fait du jour. Financement de la campagne électorale, une mise à disposition tardive, c'est une interrogation. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Marcel Olivier Ndi. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à monsieur le maire. Voilà, bienvenue. Vous êtes de l'UFP, c'est bien ça? Oui, bien, je suis de l'UFP. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer les populations de l'Est, notamment celle du Oignon, précisément celle de Doumé. Et je profite également parce que... Parce que vous êtes en compétition là-bas? Oui, nous sommes en compétition effectivement avec le RDPC, bien évidemment. Seulement avec le RDPC. C'est un duel, quoi. Oui, c'est un duel. C'est un duel. Et un duel qui s'annonce déjà... Épique. Épique dans un comportement antidémocratique parce que, il faut le souligner ici, depuis que nous avons lancé notre campagne, dimanche dernier, le RDPC est systématiquement activé pour menacer nos potentiels électeurs. D'abord, ils font du porte-à-porte. Dans un premier temps, nous avons cru que le RDPC était dans sa campagne, mais nous avons constaté qu'ils se sont lancés dans une campagne plutôt d'intimidation. C'est-à-dire qu'ils vont de famille en famille, ils rencontrent les chefs de famille, ils leur disent si vous votez pour l'opposition, si vous votez pour Olivier Billet, vos enfants ne vont plus entrer à la fonction publique, comme si les élus locaux avaient une clé pour ouvrir la porte de la fonction publique. Okay. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont chez les chefs de village. Vous savez que en zone rurale, les bureaux de vote sont domiciliés chez les chefs. Ils vont monnayer les chefs. Nous avons eu vent de ces informations qui, à un moment donné, nous avons constaté qu'ils se montrent très hostiles vis-à-vis de nous quand nous les approchons. Dans notre campagne régulière, quand nous les approchons, ils se montrent très belliqueux parce qu'ils ont déjà été soudoyés par un RDPC déterminé à tout ravager, alors que le RDPC n'a rien montré. Tout le monde sait l'état de décrépitude, le niveau de développement précaire de la région de l'Est en général. Ok, merci. À côté de vous, justement, il est là, le représentant du RDPC, c'est le maire Saint-Éloi Bidoum. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Vous défendez votre casquette, hein? C'est-à-dire que vous êtes sur la liste municipale à Yaoundé 6, c'est bien cela? Tout à fait, je suis candidat dans la liste RDPC de Yaoundé 6 et j'entends ici porter très haut la voix du RDPC. Je suis très surpris d'entendre avec quelle violence le représentant de l'UFP s'attaque au RDPC. Quand on sait que beaucoup de ces partis politiques avaient parié que les élections n'auront pas lieu, et vous l'avez annoncé tout à l'heure qu'il y a 58 partis politiques en lice. Et je crois que dans tous les autres pays, et c'est des records,
jamais atteint 58 partis politiques. Ça signifie que le mot d'ordre de ceux qui ont cru pouvoir ramener le Cameroun en arrière par rapport à sa marche vers la démocratie n'a pas marché. Et vous l'avez souligné tout à l'heure que les partis politiques se plaignent de ce que l'argent est arrivé tard. L'argent n'est pas l'argent du RDPC. L'argent, c'est l'argent de l'État du Cameroun qui a décidé par le biais du code électoral de financer la campagne électorale. Nous aussi, nous sommes victimes de cette arrivée tardive des fonds. Et je voudrais dire, vous admettez quand même que c'est non, de toutes les façons. Mais moi, je dis que le RDPC souffre du même problème. C'est-à-dire que nous attendions cet argent. Mais nous, on n'a pas attendu l'argent de financement de la campagne électorale. Vous êtes servi. Le RDPC, non. Le RDPC est un parti structuré. Et je sors d'une réunion à l'instant. Oui, on a même vu des notes circulées, les directeurs généraux devaient payer. Non. Je sors d'une réunion avec le ministre Setou Ndingwa qui a été envoyé comme personnalité ressources à Yaoundé 6. Et au jour d'aujourd'hui, sans attendre la contribution du RDPC, nous étions à 44 millions de financements. Et c'est des financements qui sont... J'ai bien envie de vous demander... C'est des candidats... Que cet argent sort d'où? J'ai bien envie. De toutes les façons, je vais poser la question après. Personnellement, je suis opérateur économique et je suis dans la liste. Et vous comprenez, je suis maire sortant. Vous comprenez que si on me demande de cotiser, je mettrai la main dans la poche à la hauteur. Le maire principal a donné une enveloppe de 10 millions. Le premier adjoint a donné une enveloppe de 5 millions. Les autres adjoints ont donné. De toutes les façons... le premier adjoint, c'est Saint-Éloi Bidoum. Saint-Éloi Bidoum. Donc, nous avons atteint des sommes qui nous permettent de ne pas attendre l'argent de... je croyais que vous allez dire de ne pas regarder cet argent. Non. Cet argent est bienvenu. De toutes les façons, il appartient à tout le monde. Mais nous avons atteint des sommes. Et l'enthousiasme avec lequel les militants du RDP... David Eboutou, bonsoir, ça fait un bon bout. Bonsoir Serge Alain. C'est quoi cette mine, David? J'ai une pensée émue et solidaire à l'endroit des enseignants du Cameroun. Pensée émue à l'endroit de la petite famille du jeune enseignant Boris Kevin Diomi Chakonte, dont la mise en bière a eu lieu aujourd'hui en matinée. Et tout avait bien commencé, qui devient maintenant récurrent du Cameroun, c'est-à-dire les forces répressives se sont invitées et un désordre terrible s'en est suivi. Les dégâts sont énormes. Il y a de ce côté, j'ai eu quelques membres du collectif des anciens indignés au téléphone tout à l'heure en entrant ici, et certains me disent qu'il y a parmi leurs collègues des bras qui sont fracturés carrément, et il y a une jeune dame qui est encore dans le coma à l'heure où je vous parle, une enseignante, simplement parce que ces derniers ont décidé à leur manière de rendre hommage à un des leurs qui a été mis en bière aujourd'hui et dont simplement ils auraient voulu à leur manière accompagner la dépouille de ce jeune homme là dont on connaît les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort au lycée de Colbison. C'est dramatique parce que malheureusement il ne se passe plus une seule journée dans notre pays sans qu'il y ait un événement dramatique qui vient noircir l'idée qu'on a de notre pays. Et donc malheureusement il me semble que les leçons de patriotisme que certains veulent souvent donner aux uns et aux autres, c'est à eux, il me semble, en des occasions comme celle-ci, qu'on doit leur donner. Parce que voici un moment qui aurait dû être marqué en lettres d'or, non seulement dans le processuel des enseignants, mais davantage pour l'image qu'on veut donner à notre démocratie. Des anciens partis de toutes parts, c'est-à-dire que j'ai vu des gens là-bas qui revenaient de Ngele Mondouka, vous êtes de l'Est, j'ai vu des gens qui venaient des Bolova, des enseignants, qui sont venus là avec leur toge pour dire au revoir à leurs jeunes collègues. Il avait 26 ans, Boris Kevin Diomi Chakonte. Et aujourd'hui, dans la douleur, ils sont venus pleurer avec leurs jeunes collègues. Comment expliquer que la police, la gendarmerie s'invite
dans ce cadre-là, avec des camions anti-émeutes. Est-ce qu'il y avait menace? Alors, au début, j'ai pensé qu'à la réalité, c'était pour encadrer. Parce qu'on vous dit que quand il y a 2 ou 3 personnes, je ne sais pas trop, il y a attroupement, il faudrait encadrer. Oui. Et on a cru, puisque nous, on a passé le temps à relayer ce qui se faisait au niveau du CHU. Malheureusement, il y a eu comme une rixe aux environs de midi qui a débouché. Brutalise ces jeunes enseignants-là qui sont venus pleurer leurs jeunes collègues. J'ai dit, vous savez, notre pays traverse une conjoncture particulièrement dangereuse. Je l'ai dit dans mes comptes pour ceux qui suivent mes chroniques matinales sur Radio Equinox tous les matins. Je pense que certaines personnes ne prennent pas encore conscience de l'enjeu. Vous savez, dans tous les épilogues en Afrique francophone, quand il s'agit de front de règne, il y a des événements qui se ressemblent. Regardez le cas du Congo-Zaïre, regardez le cas du Togo, du vieux Yadema, regardez le cas du Gabon, regardez le cas de la Côte d'Ivoire, où les systèmes, où les régimes ont mis assez long au pouvoir. Les fins sont toujours semblables en termes d'ébruitement, en termes de désordres qui s'organisent. Et donc, on est aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on est en plein dans une transition de fait. Quand je parle de transition de fait, ça veut dire que même au sein du pouvoir sortant, le régime de M. Bidou, il y a aujourd'hui une guerre de réseau. Une bataille dans leur régime où des camps se forment simplement pour contrôler l'après. On est donc dans une transition de fait qui fait donc que c'est chacun qui essaie de malayer, qui essaie de manier pour contrôler la suite. Et la conséquence directe, c'est laquelle? C'est que dans cette guerre de bataille-là, il y a comme un désordre qui s'organise et qui n'est plus contrôlé par un seul hégémon central. C'est-à-dire que le président est carrément mis à l'arrière-plan et systématiquement on ne sait plus d'où les ordres peuvent venir et on en arrive dans les conséquences comme celles qu'on a vues aujourd'hui, à savoir qu'une réunion ou alors un accompagnement processuel des enseignants qui décident d'accompagner un des leurs tranquillement, en chantant, en faisant des processions, et des forces répressives arrivent, arrosent de l'eau, les gazifient, et on en arrive finalement à un mouvement qui aurait pu aboutir à quelque chose de pratiquement incontrôlable. Okay. La goutte d'eau qui peut faire jaillir le vase dans ce pays n'est pas loin. Elle peut venir de partout. Il faut que les gens fassent très attention. Très attention. On est dans un pays qui a fabriqué des petits démons dans tous les petits secteurs, tous les secteurs d'activité. On a des micro-frustrations latentes qui sont là, qui sont enfouies et qui n'attendent que des petits événements comme ceux qu'on a vus aujourd'hui pour sortir du lot et badaboum, on en arrive à une situation extrêmement violente. Donc, nous sommes des personnes qui lisons ces choses-là, nous scrutons les événements politiques, nous analysons et décryptons et disons, faisons attention. Aujourd'hui au Cameroun, la conjoncture est extrêmement sensible. On peut arriver à une situation terrible à laquelle personne, je dis bien, personne n'en sortira gagnant. Voilà, merci. C'est pas le débat, mais comme le maire Saint-Éloi Bidou s'est senti titillé, je sais, qu'il brûle envie de répondre. Vous répondez rapidement à David et puis on va passer au sujet principal. Je ne pas 5 minutes à la puissance X pour répondre à M. David Eboudou. Et je connais sa force, mais il faut éviter de caricaturer la réalité. Quand on caricature la réalité, on finit par dénaturer la réalité. Moi qui vous parle à cet instant, je suis une des victimes de cette marche. Pourquoi? Parce que mon véhicule est garé là-dehors. Le véhicule, l'ambulance militaire qui faisait des manœuvres est venu casser le rétroviseur de mon véhicule. Bon, ça fait partie, je ne suis pas un fonctionnaire parce que la décision a été administrative. Mais je voudrais dire que quand les autorités administratives viennent à prévenir qu'une situation peut constituer un trouble à l'ordre public, je crois qu'il faudrait que les organisateurs se ravisent tout au moins pour respecter ce que les autorités administratives ont prévu. La marche était faite pour aller rendre un hommage à, disait-il, les manifestants. Une procession. Non, une marche
pour aller rendre un hommage académique. Académique, non, 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 non. Ne prenez pas ça aussi simplement. Parce que moi, j'étais dans la foule. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Même quand vous avez dit... Non, 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 je ne vous le donnerai pas. Pour la simple raison que vous allez continuer à induire ceux qui n'étaient pas à la manifestation en erreur. Moi, je dis, si ce n'est que Saint-Éloi Bidon, si ce n'était qu'une procession, pour faire comprendre aux Camerounais que ce qui s'est passé était d'une gravité exceptionnelle. Moi, en tant que militant du RDPC, en tant que Camerounais, je prie Dieu qu'une telle situation ne se produise pas dans ma famille. Peut-être que je serai incontrôlable. Ce n'est pas l'objet du débat, là où nous sommes réunis, mais je voudrais quand même dire que l'autorité administrative a pris une décision. Vous devez, ne nous ramenez pas ce que nous avons connu pendant les marches pacifiques. Il y avait risque de troubles à l'ordre public. Ce matin, on s'est retrouvé avec au moins 5000 enseignants déterminés à conduire le corps à l'école normale. En quoi ces 5000 enseignants présentaient une demande, une menace? Ils allaient rendre un hommage académique à l'école normale, à ce jeune qui est mort, qui n'était plus étudiant. Moi, je suis, non, 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 ne profitez pas de la pluie couchée dans le torrent en récupérant des situations de manière politique. Moi, je dis, on aurait pu, et je ne comprends pas la décision du ministre, jusqu'à présent, lui rendre hommage au lycée de Golbisson, où il était enseignant. Mais, le simple fait que la décision de faire une procession pour arriver à l'école normale, pour lui rendre un hommage académique, là où ça a été pensé, ce qui a été dit, ce qui a été préparé, nous ne le savons pas. Permettez donc à l'autorité administrative d'être dubitative et de pouvoir stopper une telle manifestation. Franchement, bon, vraiment, on va boucler avec vous, hein, David. Parce que je semble dénoter dans les propos de M. Bidon une certaine banalisation de la mort. Il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé, M. Bidon. Vous savez, vous parlez de marches et de quelque chose qui était en... Si ce garçon avait été mon fils, moi j'aurais tué quelqu'un. Ah voilà. Donc merci de le reconnaître. Merci de le reconnaître. Non. Merci de le reconnaître. C'est mon temps de parole. Tout à l'heure, vous m'avez refusé. Tout à l'heure, vous m'avez refusé la mort. Tout à l'heure, vous m'avez refusé vos minutes de parole. Je suis respectueux des institutions. Merci. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il a soulevé tout à l'heure le fait que il y avait un désordre qui aurait pu être latent au sein des enseignants et que c'est ce qu'a vu venir l'autorité administrative. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie, la géomorphologie de Yaoundé, quand vous partez du CHU, parce que le programme, l'itinéraire qu'a publié le collectif des enseignants indignés était clair. Ils ont dit qu'ils partaient du CHU pour le carrefour Emia, c'est à peu près 500-700 mètres. Et de là, il y a un carrefour qui donne directement à l'Emia et vous virez, ça n'a rien à voir avec les centres urbains. Vous êtes directement à l'école normale. C'est-à-dire, par là, il n'aurait pas fallu 1 heure de temps pour que les forces de maintien de l'ordre encadrent simplement cette marche-là qui a commencé à travers les champs, l'hymne national et Téchira, et ceci se serait passé sans heurte. Ce qui se passe, c'est que je pense simplement, et c'est pour cela que j'ai inscrit cela dans une dynamique beaucoup plus globale aujourd'hui, c'est que manifestement, il y a des gens qui sont dans des camps parfois insoupçonnés, qui pensent profiter de ce genre d'événement pour venir mettre le feu et accuser finalement les forces de changement ou alors une certaine opposition qui aujourd'hui est taxée de tous les noms d'oiseaux. Je dis, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, le drame du Cameroun peut plutôt venir vers ceux qui pensent être des patriotes. Faisons attention parce que si nous sommes d'accord en ceci que la conjoncture dans notre pays est extrêmement déliquescente en ce moment. C'est vous qui le pensez, monsieur David. Peut-être vous vivez au Tchad. Moi, je vis au Cameroun. C'est que je dis. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous savez, donc, David. Alors, j'ai fini donc en disant que c'est quand même étonnant parce que vivre peut-être dans la frégate et le whisky, ça vous donne l'impression que de toutes les façons, ça s'achète. Voilà, parce que il faut avoir des moyens pour l'acheter. C'est cette jouissance-là qui vous donne l'impression que tout va bien. Sortez un temps soit peu de la jouissance et regardez avec les yeux clairs et précis la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui et vous comprendrez que notre pays s'enfonce aujourd'hui dans les dédales
et les abîmes les plus terribles. Sortons de là, devenons sérieux et pensons et réfléchissons au Cameroun. Merci, le débat En tout n'est cas, pas clos. on l'aura compris. Le débat n'est pas clos. On va votre continuer. Ce qui est sûr, on va continuer après le journal. Nos équipes étaient là-bas pour rendre compte de ce qui s'est réellement passé ce matin. Marcelin Gansop, comme toujours, était là-bas avec la grosse équipe de cadres qui l'accompagnent ce matin. Je reviens à vous, Olivier Ndi. Ce financement, il arrive un peu tard. Oui, je voudrais évacuer ce que... vous voulez revenir sur... Je vais revenir en quelques secondes. Permettez qu'on avance. Hein. Oui, j'ai dit qu'on en parle au deuxième parti. Oui, on avance. En deuxième partie. Non, tout à fait, on avance. Okay. Je disais que mon copanéliste tout à l'heure a indiqué que je l'ai accueilli avec violence. Ok. Ouais. Il a indiqué que je l'ai accueilli avec violence. Il ne s'agit pas de la violence. Peut-être les mots peuvent paraître triviaux, mais ils ne font que décrire les faits. Je n'ai fait que relater les faits dans les exactitudes tels que nous les avons vécus sur le terrain. Ça, c'était une chose. La deuxième des choses, c'est que il dit qu'il n'y a pas eu émeute, mais curieusement, on a quand même aspergé les gens avec de l'eau. On a aspergé les gens avec du gaz lacrymogène. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose. Vous y étiez? Il y avait eu, bien sûr, j'y étais. Et vous étiez placé où? Non. Moi, je vous dis que mon véhicule a été cassé. Non, je vous dis... Parmi 5000 personnes, comment auriez-vous pu le reconnaître? Puisque moi, tout le monde... Non, j'ai dit tout que... le monde m'a reconnu. Non, tout le monde vous a reconnu. Les enseignants et tout le monde vous a reconnu. Vous êtes monsieur le maire. Donc, en fait, c'était pour souligner ça. Oui. Maintenant, pour revenir à la question que... Oui, si on peut partir. Oui, pour qu'on avance. Il y a beaucoup de choses à dire sur la procession de ce matin des enseignants. Oui. Maintenant, pour revenir à la question que vous me posez relative au financement des campagnes, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'élection, c'est un déterminant de la vie politique et publique, au moins pour un mandat. Et donc, en tant que déterminant, le pouvoir, le régime a tout intérêt à contrôler les partis politiques de l'opposition. Et il a également, donc il doit avoir une mainmise, il voudrait avoir une mainmise au forceps. C'est pour cette raison pour vous, que... financer, c'est vouloir contrôler? Non, permettez que je vienne. Oui, allez-y. Donc l'État a cette volonté de contrôler les partis politiques de l'opposition. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans certains pays, je prends le cas récemment de la RD Congo, le président Tshisekedi gagne une élection, mais le Parlement est acquis à l'ancien régime. Du coup, il y a une forte impression qui se dégage comme si Tshisekedi avait le pouvoir, un pouvoir fictif, mais c'est plutôt l'ancien président qui a encore le pouvoir. Donc vous voyez que à ce niveau-là, le régime a envie de contrôler les partis d'opposition. Contrôler les partis d'opposition, c'est les tenir, sans leur donner la possibilité d'avoir les financements, même si ces financements peuvent apparaître comme une sinécure. Mais ils sont tout de même importants, parce que s'ils n'étaient pas importants, on ne les aurait pas mis là. Maintenant, la deuxième chose qui peut expliquer ce retard, et là, je voudrais un peu avoir une analyse... C'est certaines personnes qui pensent que ça arrive en retard. Hein. On n'a pas dit, hein, la loi ne dit pas à quel moment. Oui, la loi ne dit pas... Parce qu'on dit, la première tranche est servie après publication des listes des candidats. Oui, mais sauf que, permettez... Détail, hein, et les candidats n'ont jamais publié la liste définitive. Ils ne disent pas, ils ne peuvent pas dire exactement à quel moment on doit remettre. La loi ne le dit pas. Voilà. Et je peux dire, je vais faire une analyse un peu de juriste, même si je n'en suis pas un. C'est-à-dire que l'État ne peut pas l'État ne peut pas mettre les financements à la disposition des partis politiques tant que le contentieux préélectoral n'a pas été liquidé. Donc, parce que si il arrive que... C'est ce qu'a rappelé le ministre Lateye. Oui, s'il arrive que on remette de l'argent à certains partis politiques et que leur liste soit rejetée, cet argent-là risque de partir en fumée. Parce que ces partis-là ne viendront pas restituer cet argent. Donc, ça peut être l'une des explications. Mais j'ai dit l'explication
la plus pertinente. Parce que quand vous regardez, c'est pas trop à quel moment ça arrive. Le problème de fond, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas en sorte que les gens sachent, que le peuple camerounais sache exactement combien est-ce qu'on doit donner aux partis politiques. Non, mais on dit c'est au prorata des listes. Non, au prorata des listes. Au prorata des listes. C'est normal que le RDPC se taille oui, la part du lion. Non, jusque là, ça reste aléatoire. Comment? Ça reste aléatoire parce que quand on dit au prorata des listes, je ne trouve pas que des listes déposées. Quand on sait que le RDPC et ses partis satellites, parce que reconnaissons-le au Cameroun, il y a des partis d'opposition et il y a une fausse opposition qui laisse l'impression que... l'opposition de l'opposition. Oui, l'opposition de l'opposition. On sait, nous avons vu par exemple le PADEC qui s'est battu, le président du PADEC a indiqué qu'il a dépensé 10 millions pour payer les cautions de ses militants. Vous voyez qu'en réalité, c'est toujours une sorte de RDPC bis. Donc, voilà le problème de fond. Combien est-ce qu'on alloue aux partis politiques de l'opposition? Et c'est ça qui fait problème. Parce que chez nous, par exemple, nous n'attendons pas, nous à l'UFP, nous n'attendons pas que le gouvernement nous donne. Je vous ai dit tout à l'heure là que ce que le gouvernement vient nous donner, ce n'est qu'une sinécure. Nous avons les moyens de notre politique. Nous avons choisi d'évoluer dans notre bastion. Nous avons présenté les candidats dans notre bastion et nous avons pris des dispositions pour que ces candidats-là, que nos listes passent. Donc, ce qui arrive pas en retard pour nous, mais c'est un bonus. C'est un bonus que on ne peut pas refuser. C'est d'autant plus que c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable camerounais. Ok. David Ebouto, justement sur ce financement, comment comprendre? Si on sait, dès lors qu'on sait que cet argent, c'est pour la campagne électorale, comment comprendre que ça commence à tomber, pour parler de manière triviale, 4 jours après l'ouverture de la campagne? On est là dans un fonctionnement par embuscade. Ça a toujours fonctionné comme ça pour le gouvernement RDPC. C'est-à-dire que si vous faites une similitude avec ce dont on a souvent parlé avec les lois sur les libertés publiques, où on vous dit qu'il faut simplement déclarer une marche ou je ne sais pas trop quoi, et que le sous-préfet va vous délivrer un récépissé immédiatement. Et une fois que vous entamez votre marche ou à quelques heures de votre marche, le même sous-préfet peut vous servir une interdiction de cérémonie simplement parce que il vous dira qu'il aura reçu des informations là dans le sens d'un trouble qui s'est préparé dans ce sens. Donc c'est une loi par embuscade qui est aujourd'hui maniée à dessein par le pouvoir RDPC pour tirer uniquement des dividendes politiques qui lui arrangent. Donc, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il y a eu un contentieux qui a été vidé après la publication des listes des LECAM. La campagne a été lancée samedi le 25, et 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, les partis politiques ont attendu qu'il y ait une mise à disposition de ces fonds-là. Rien n'est venu, et c'est au 5e jour, ou au 4e jour dans la soirée, qu'on leur dit, effectivement, messieurs, il y a quel argent. Entre-temps, le RDPC de M. Bidou était déjà en campagne, en grande pompe, en déployant les gros moyens que l'on connaît. Ils disent que c'est l'argent, c'est eux-mêmes, les contributions personnelles. Je suis entièrement d'accord. Encore qu'un parti politique sérieux, comme le disait M. Ndi tout à l'heure, qui veut effectivement s'opérationnaliser sur le champ politique au Cameroun pour contribuer au renforcement de notre démocratie, ce parti-là devrait effectivement travailler à avoir des financements propres de manière à nourrir des échéances politiques futures. Donc, je suis entièrement d'accord. Mais, en même temps, c'est un droit, puisque c'est la loi même qui le reconnaît, que les partis politiques de l'opposition qui se lancent dans une course à une élection quelconque doivent bénéficier d'un accompagnement public. Et c'est en cela que cela ne devient plus de le monde, ou alors cela ne devient plus quelque chose qui quémande. Ça devient un droit, parce que c'est la loi qui le reconnaît. Je crois que cela est inscrit dans l'article 285 du Code pénal. Donc, ça devient du Code électoral. Ce que je veux dire, c'est que même quand on a regardé, et c'est là où je trouve la pertinence dans ce que M. Ndi rappelait tantôt, à savoir que aujourd'hui, pourquoi on ne dit même pas combien on met à la disposition de chaque parti politique pour qu'effectivement il y ait au moins... Je vais vous dire pourquoi. On vous dit, quand on a suivi le ministre Tangandji, qu'il y a eu un montant d'1,7 milliard qui a été divisé en deux. Donc pour la première tranche, on vous parle de 850 millions. Faisons un petit calcul, on vous dit que pour les municipales par exemple, nous sommes à près de 455 listes, tous partis politiques confondus. Et si vous prenez également les listes pour la députation,
nous sommes là dans les environs de 240 listes. Donc, en fait, on tend vers 700 listes par là. Oui. Et 850 millions de francs. Faites le ratio divisé un peu par les 700 listes qui sont répandues dans tout le territoire. Vous voyez que cela devient totalement insignifiant. Et ça joue pour ajouter au fait que cela arrive pendant que la campagne est engagée. Lancé, oui. Ça crée un énorme problème pour les partis d'opposition qui se retrouvent à l'arrière-plan alors que la course est entamée. Pourquoi? Parce que moi j'ai suivi de près la campagne des amis de M. Bidon. Au Cameroun Tribune d'avant-hier rappelait par exemple que le maire sortant de la commune de Yaoundé 2 qui disait que non, dans sa liste de près de 60 membres, chacun a dû donner 500 000 francs pour justement préparer la campagne et tout. Alors, si vous faites 500 000 francs x 60, vous voyez ce que ces messieurs avaient déjà pour la campagne, parce que généralement, au RDPC, c'est des cooptations, c'est des amis qui sont positionnés, M. Bidou en sait quelque chose, et ce n'est pas du tout venant qui se retrouvent dans leur liste pour justement bénéficier d'une quelconque élection dans ce parti-là. Et ça fait donc que c'est des gens qui se retrouvent dans une histoire où ils savent où ils vont. Ils savent qu'à la réalité, ils sont là pour chercher quelques mandats parce que dans le fond, ils ont déjà tout. Et à côté et en face, il y a une opposition qui se cherche, qui effectivement voudrait avoir le suffrage populaire pour vouloir implémenter un certain nombre de plans politiques qu'ils ont. Malheureusement, ils n'ont pas toujours ces moyens-là. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez le cas d'un monsieur comme Serge Espoir Matomba, oui, dont j'ai vu lui-même payer de sa propre poche les différentes comment on appelle ça, les différentes cautions de ses propres candidats et attendre légitimement qu'il y ait un appui de l'État pour qu'effectivement il se déploie opérationnellement sur le champ de la campagne politique et qu'on lui donne ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que tout ratio fait, vous vous retrouvez avec des listes de moins de 500 000 francs ou une liste, normalement, on vous remet moins de 500 000 francs selon les calculs qu'on peut faire rapidement sur le montant donné par M. Atangandi. Ça fait donc qu'il y a comme une forme de moquerie qui, en réalité, entretient plutôt un théâtre qui devient un mélodrame. Finalement, où va-t-on? Est-ce que c'est vraiment pour le plaisir d'aller compétir ou alors c'est parce qu'un pouvoir comme le nôtre a besoin d'une démocratie solide qui peut jouer un véritable contre-pouvoir de manière à ce que, comme on le voit ailleurs, que le pouvoir sente qu'il peut prendre des décisions qui sont légitimes parce que, ayant dominé sur les avis de ce contre-pouvoir qui sont les forces alternatives. Je ne pense pas. On est dans un jeu de dupes où le gouvernement, effectivement, essaye d'utiliser toute la bagatelle juridique, répressive, idéologique, administrative et tout ce que vous voulez institutionnel à son profit et les déploie systématiquement par coup à dessein pour faire semblant, pour saupoudrer et donner l'impression qu'effectivement nous sommes dans une démocratie. Malheureusement, c'est ce qui se fait et ce qui se vit. Et les éléments sont là pour le constater. Ok. Saint-Éloi Bidou, pour écouter David Eboutou, la répartition pose un réel problème. Forcément, le RDPC va s'en sortir avec une belle cagnotte. Pour vous, quel est votre avis là-dessus? Au détriment des partis de l'opposition. De toutes les façons. Il a pris un cas, le cas du PURS. Quand vous avez présenté M. Ndi, vous avez dit qu'il était représentant de l'UFP. L'UFP, le parti d'Olivier Billet, oui, que je connais très bien. Quand vous m'avez présenté comme étant un militant du RDPC. Oui. Mais quand vous avez présenté M. David Eboutou, vous ne nous avez pas dit pour quelle chapelle il se bat. Mais si le consultant, attendez, si le consultant à la télévision Equinox, vous aurez compris à travers ses propos que il est plus opposant que consultant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas être consultant pour scruter la scène politique camerounaise et émettre tant de critiques de manière subjective à l'endroit d'un parti politique sous prétexte qu'on a un plateau qui vous est offert et que vous avez la chance, la bénédiction d'avoir le verbe facile. Je le lui concède, mais je dis ceci. Le RDPC, quand le président Etundingwa est arrivé à Yaoundé 6,
il nous a dit à Yaoundé 6 que l'élection du 9 février est inscrite au RDPC sous le vocable de l'autofinancement. Il va falloir que nous, les militants, que nous mettions la main dans la poche. Et nous avons pris la mesure. Je vous rappelle que la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 s'étend sur 35 km² et compte près d'1 million d'habitants. Et en termes de militantisme, nous sommes suffisamment nombreux. Je vais vous faire une confidence. Je sais que dans mon parti, on ne sera pas très content de moi. Mais nous avons reçu, en tout et pour tout, un financement venant du comité central du RDPC, la somme d'1 million de francs. Nous avons un nombre de bureaux de vote important. Est-ce que vous pensez que cette somme qu'on nous a donnée était suffisante pour qu'on aille à la conquête de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6? C'est difficile. C'est pour ça que je voudrais dire à M. Ndi que quand on s'engage en politique, il faut se donner les moyens. Et les moyens. Moi, j'ai fait un sacrifice. J'aurais pu envoyer mes enfants dans une école prestigieuse. Mais j'ai fait l'investissement pour mon parti. J'ai donné... Ils vous écoutent, hein, vos enfants? Oui, j'ai donné une somme qui dépasse 5 fois ce que le RDPC a donné pour toute la commune de Yaoundé 6. Si vous voulez gagner la commune de Messamena, armez-vous du nerf de la guerre, qui est l'argent. Vous ne pouvez pas attendre. Et le ratio, M. David Eboutou parlait de ratio tout à l'heure. Quand vous voyez qu'une commune comme Yaoundé 6, qui a près d'1 million d'habitants, et qui est une commune suffisamment convoitée, et le RDPC, dans tout ce qu'ils ont reçu sur l'étendue du territoire, ils nous ont donné qu'1 million. Alors, vous pensez qu'un parti qui a 2 listes sur toute l'étendue, sur 360 communes, qui a 2 listes, il aura combien? Donc, je dis, l'argent, le débat, vous l'avez suffisamment bien posé, l'argent arrive tôt ou tard. Il arrive, s'il arrive tard, il arrive, et les tests sont là. Vous avez lu l'article 285. Non, de manière simple, l'argent arrive tard, puisque l'argent c'est pour la campagne. Voilà. La campagne a démarré le 25. Vous avez donc lu l'article 285 oui, qui ne fixe pas les délais d'arrivée de l'argent. Alors, cet argent est arrivé en même temps pour l'UFP, en même temps pour le RDPC. Nous, on nous a... Vous avez un problème d'argent au RDPC? Non. Pourquoi? Parce que le RDPC est un parti structuré. État. Et non, c'est vous qui dites État. Moi, je ne bats pas la campagne avec un véhicule de la commune. Le maire de Yaoundé 6 ne bat pas la campagne avec un véhicule de la commune. On ne va pas rentrer dans ce débat. Les indicateurs d'un parti. On voit des ministres avec le ministre c'est Toundingwa. Peut-être pas Toundingwa, mais ne vient pas battre campagne à Yaoundé 6. Ça, c'est peut-être l'exception. Le véhicule du ministère. Le ministre, on a vu beaucoup avec des corps administratifs. Le ministre Mbargomba, le ministre Touni, vous savez ce qui les caractérise. Ils aiment les bonnes choses et ils aiment les bons véhicules. Donc l'État n'a pas de bons véhicules. C'est ça qu'on comprend. Les véhicules que l'État met à leur disposition sont inférieurs à leur propre véhicule. Donc vous ne pouvez pas... non, on ne parle pas du cas de Yaoundé 6. Allons-y à la campagne. Allons-y à la règle. Moi, je me réjouis déjà d'une chose. C'est que la démocratie est vivante au Cameroun parce que 58 partis, 58 dans le nombre prennent part. S'il y a un parti peut-être marginal qui a refusé de venir aux élections et qui a cru que le processus allait être bloqué, vous comprenez que les Camerounais dans leur ensemble et dans leurs différences et dans leurs divergences sont d'accord tout au moins avec une chose, c'est qu'il faille faire avancer la démocratie. Et le simple fait qu'il y ait une élection. Nous, on appelait cette élection. Même au RDPC, on appelait cette élection. Parce que nous-mêmes, nous voulons le renouvellement de l'élite politique dans ce pays. Nous voulons que les choses changent, mais avoir par les urnes. Alors,
je voudrais bien que M. Bellingue Boutou... il n'y a pas de rapprochement à faire. Je voudrais bien... Il faut retirer. Je n'ai même pas encore... Vous avez dit M. Bellingue. Ah, toutes mes excuses. David Toutes Eboutou. mes excuses. Le lapsus n'a rien de révélateur. Merci. David Eboutou, qui est mon petit frère et mon ami personnel, vraiment toutes mes excuses. Vous comprenez que l'autre avait tellement envahi les esprits que le mien peut être perturbé. Peut-être parce que j'ai fait une tribune dernièrement, Bellingue Boutou, Ange Démon, j'ai dû faire cette confusion. J'ai dit donc à mon ami David Eboutou que ce que nous devons regarder, soyons positifs. Le changement, je le veux. Le changement, il le veut. Oui. Mais si nous voulons avoir le changement, tout le monde me demande qu'est-ce que tu fais encore au RDPC. En sciences politiques, quand on veut changer les choses, il faut inféoder le système. Il faut être à l'intérieur. Et c'est ça qui m'a permis de faire bouger des lignes au sein du RDPC. Et ça, vous devez applaudir parce que le président Biya s'est montré sensible. Il s'est montré sensible à ces lignes qu'on a voulu faire bouger, mais de manière élégante, de manière pacifique, de manière politique acceptable. Oui, David. Oui, quand j'écoute Saint-Éloi parler de changement, j'en ris au coin parce que non, il ne s'agit pas du même changement que nous voulons, monsieur Saint-Éloi, parce que vous voulez qui oh là là, laissez-moi finir. Bah, vous allez comprendre la suite. Donc, je disais donc que c'est pas certainement du même changement. Je crois qu'il y a un autre contenu à mettre dans nos différents changements que nous voulons. Parce que quand vous pouvez dépenser 5 millions de francs. Quand on joue au football, on porte le maillot de l'équipe. Vous jouez dans quelle équipe, monsieur Bidou, je suis analyste politique. Je crois qu'on a déclaré ma qualité ici. Et vous pensez que vous êtes objectif? Je vous en prie, laissons... Faites un effort. Je vous en prie. Donc, je disais donc tantôt, vous n'allez pas me perturber. Alors, je disais donc tantôt que... Il s'agit pas de querelle quand même. Alors, je vais continuer donc. Ok, je vous en prie. Ce changement est certainement différemment apprécié, certainement par les différents paradigmes que les uns et les autres peuvent mobiliser pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Monsieur Bidou vous dit par exemple que dans le cadre de sa quête pour le changement, il a dû mobiliser 5 millions de francs pour changer les choses dans son parti politique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que monsieur Bidou a sorti de sa poche 5 millions de nos francs CFA pour se maintenir, en fait, parce que le changement pour lui, il a dit, il faut inférer le système pour mieux le combattre à l'intérieur. Je crois que c'est ce qu'il vient de dire. Et quand on prend donc 5 millions de francs, ce que cela peut représenter pour le Camerounais moyen aujourd'hui, on se dit, bon Dieu, on n'en trouve pas beaucoup dans la rue qui peuvent vous mobiliser 5 millions de francs pour les jeter aussi facilement dans une arène politique où simplement on veut escompter une simple place de conseiller municipal. 5 millions de francs. Cela démontre au moins une chose, ou est révélatrice au moins d'une chose. En face, il y a des gens qui savent manier le discours, qui savent jouer avec les mots, mais qui font tout pour que leur changement se fasse dans la stagnation. En d'autres termes, monsieur Bidou en est la révélation ici. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est bien nanti et qui vous dit qu'il s'est battu pour combattre M. Biya et son régime, mais qui aujourd'hui se retrouve dans le parti de M. Biya et son régime, et vous dit quand même que nous continuerons à contribuer pour que les choses changent. Mais de quelles choses vont-elles changer? Puisqu'il s'agit de changer un système, un régime dans lequel M. Bidou se trouve jusqu'à présent. Il faut donc qu'il trouve un autre mot qui devra remplacer par changement. Il faudra qu'il parle peut-être de stagnation. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est qu'effectivement, non, nous ne voulons pas tous la même chose. Parce que quand vous regardez la véhémence avec laquelle M. Bidou, par exemple, appelle les uns et les autres à aller voter, à être dans la démocratie, parce qu'eux, ils veulent le changement, il faut faire telle chose. On se dit non. Quelqu'un qui veut maintenir son strapontin ne peut pas avoir autant d'aisance à appeler les autres à venir l'aider à conforter sa posture. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache en bas. Et ce petit quelque chose qui se cache, à mon avis, c'est le fait que les dés sont pipés. Tout est arrangé. Au soir du 9, je vous en prie, au soir du 9, il y aura quelques strapontins qu'on va distribuer à quelques amis. Je vous en prie, vous êtes fonctionnaire. Je vous en prie,
opérateur économique, je suis directeur de publication. Vous insinuez que je gagne de l'argent en dormant? Non. Je travaille au quotidien et vous savez. Vous me laissez terminer. Vous êtes arrivé. Non. Laissez-moi terminer. Je vous donne mon temps. Vous m'avez refusé votre temps. Je ne peux pas vous laisser. Je ne vous donne pas le mien. Je ne peux pas vous laisser. Je vous refuse mon temps de parole. Parce que vous m'avez refusé le vôtre tout à l'heure. Non, avec tant d'élégance, mais je voudrais vous dire. Je retire ce que je gagne suffisamment d'argent. Je le sais, vous êtes multimillionnaire. Et si ce que je veux dire, prendre quelque chose dans ce que j'ai pour mettre au service de mon parti. Et je l'ai dit, et il y en a qui le font bien, beaucoup plus. Et je l'ai dit, monsieur Bidou, vous êtes un privilégié. Je l'ai dit, monsieur Bidou, vous avez votre argent. Permettez à David de conclure. Et donc, on va passer la parole aussi. Voilà, je disais donc tout à l'heure, monsieur Bidou, ne vous sentez pas offusqué. J'ai dit que vous êtes un privilégié. Dans la masse de misère, dans la masse de misère que les Camerounais se meurent aujourd'hui, je suis un travailleur qui gagne son argent honnêtement. Tous les Camerounais sont des travailleurs. Malheureusement, ils n'ont pas toujours la chance, n'est-ce pas, de sortir leur génie pour justement, effectivement, recueillir quelques retours sur investissement que ce soit, comme vous en avez certainement la chance. Donc, pour finir, j'ai dit simplement que je crois que nous sommes malheureusement dans une espèce de jeu de dupes bien organisé, où en face, il y a des gens qui tiennent le bâton et la carotte et qui la manient à leur guise et à leur dessein. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont compris que pour bénéficier de quelques ficelles de ce système-là, il faudrait soit jouer le jeu ou alors ne rien en bénéficier du tout. Et je rejoins ce que me disait M. Ndi tout à l'heure. C'est pour cela que vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des partis satellites. Je ne vous parlerai pas de ces ministres-là aujourd'hui devenus pratiquement ridicules, simplement parce qu'il a été appelé à la mangeoire. Donc, malheureusement, ça fonctionne ainsi et le constat est là. Il y a bel et bien des gens qui ont compris que dans un clivage comme le nôtre, où il faut être soit à gauche ou à droite, il faut créer un juste milieu pour pouvoir goûter ce que l'artiste Valsero appelle le goût du miel. Ok, pour revenir au débat, l'article 284. Je m'adresse à vous, M. Ndi. L'État participe au financement des campagnes électorales et référendaires par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques ou des candidats. Certaines dépenses. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une précision très importante. Le RDPC est dans la posture de quelqu'un qui se plaint d'une certaine opposition qu'elle accuse d'être belliqueuse. Alors qu'en réalité, le RDPC fait la même chose. Il fait exactement la même chose. Chaque fois que une analyse va être posée, aussi pertinente et crédible, irréfutable soit-elle, le RDPC ou un autre parti qui ne se sentira pas loti dans cette analyse, comme David Mboutoula faisait tout à l'heure, le RDPC va estimer que cette analyse-là est contre lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que monsieur le maire sortant a dit tout à l'heure qu'il mobilise beaucoup d'argent pour leur campagne. Mais il faut dire que cet argent est aussi utilisé pour soudoyer les électeurs, pour acheter les représentants des bureaux de vote. Parce que vous n'allez pas nier que dans les réseaux sociaux, nous avons vu, vous, je sais que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez vu les bulletins de vote du RDPC être enfilés dans les enveloppes avec les billets d'argent. Ça, personne ne peut le nier. Vous allez certainement me dire que oui, c'est un montage, ça peut être un montage lié au sabotage, mais personne ne peut nier qu'il s'agit bien des documents du RDPC, des bulletins de vote du RDPC qui étaient enfilés dans les enveloppes. Maintenant, pour revenir sur notre cas, quand j'ai fait la radioscopie de la société camerounaise, j'ai diagnostiqué que le Cameroun souffre d'un envoûtement collectif. C'est-à-dire que le RDPC, le régime dirigeant, a mis des mécanismes en place. C'est la politique blasphématoire. Non, permettez. Moi, je ne vous ai pas interrompu quand vous avez parlé tout à l'heure. Seulement... Voilà, donc ne dites pas des choses pour me perturber. Vraiment. Allez-y. Voilà. Je disais donc que... Si vous me suivez, vous allez vous égarer.
Non, Allez-y. bien sûr, vous pouvez me perturber, mais vous ne réussirez pas. Non, allez-y alors. Donc je dis, lorsque je fais une radioscopie de la société camerounaise, il se trouve que le Cameroun est victime d'un envoûtement collectif. Qu'est-ce que j'entends par là? Le RDPC a D'autres ont parlé de zombification. D'autres parlent de zombification. Le RDPC a mis des moyens matériels et financiers pour enrôler tout le monde, pour annihiler toute idée de l'opposition dans la société camerounaise. Il a parlé tout à l'heure du ministre, je ne sais pas de quel ministre qui est Laurent Serge Toundi Ngwa. Voilà, Laurent Serge Toundi Ngwa. Vous pensez que un ministre de la République qui est supposé servir les intérêts de tous les Camerounais, qui va dans un parti politique, il va donner un mot d'ordre ou je ne sais de quoi. Mais il va là-bas en tant que militant. Hein. Il va là-bas en tant que militant, mais sauf qu'il a une influence. Il a une influence. On n'interdit pas le ministre d'aller. Président communal. On n'interdit pas les ministres d'aller. On n'interdit pas les ministres d'aller dans les campagnes. Mais il se trouve que, comme le Cameroun est passé maître dans la récupération pernicieuse, ce qui se passe, c'est que la seule présence d'un ministre est utilisée par ceux qui restent. Je prends le cas de chez nous parce que je préfère toujours me référer à mon parti. La seule Pourquoi présence. vous parlez toujours de fonction publique là-bas? Non, permettez. Pourquoi on dit aux parents de fonction publique? Non, vous savez que au-delà de tout, la fonction publique, c'est l'employeur le plus crédible. Vous savez que quand vous êtes dans le privé, votre employeur... Non, je dis, vous avez pris le cas de ces parents à l'Est qui sont menacés. On dit aux enfants qu'ils ne vont plus rentrer dans la fonction publique si jamais ils veulent l'UFP. Non, justement, j'en venais. Oui. J'étais donc en train de dire que la seule présence du ministre est récupérée de façon pernicieuse par eux, les militants de second rôle. C'est-à-dire que, comme chez nous par exemple, dès qu'un ministre ou un directeur est arrivé, le candidat va dire à la population: vous avez vu, je suis en relation avec tel ou tel ministre. Si vous voulez entrer dans la fonction publique, votez la liste du RDPC. Voilà exactement ce qu'ils font. C'est pour ça que je parle de la récupération pernicieuse. Maintenant, pour revenir à ce problème de financement de la campagne. On dit certaines dépenses. Oui, certaines dépenses. Je suis d'accord que les partis s'autofinancent à partir des cotisations des militants. Mais, une façon de dire que le parti doit être prêt. Oui, le parti doit être prêt. De l'État. Le parti doit être prêt. Mais vous savez autant que moi que dans cet envoûtement collectif, le régime en place a systématiquement travaillé pour appauvrir, pour clochardiser les autres. Et du coup, ce que nous constatons, c'est que le leader qui porte le parti, ce leader est très souvent le seul qui a la capacité de financer. Il est donc normal que lorsqu'il finance ses militants, qu'il y ait un petit amortissement de sa dépense. Qu'il y ait un petit amortissement de cette dépense-là. Alors, lorsque cet amortissement-là est confisqué, est contrôlé par un individu, c'est-à-dire eux, lorsque cet amortissement-là est confisqué par eux, vous voyez que nous sommes dans la dynamique de paupérisation des partis politiques de l'opposition, et c'est là où je rejoins ce que David a dit tout à l'heure. Merci, c'est l'heure du journal. Je vous en prie, on va revenir en deuxième partie. Je vous invite surtout à regarder ce grand reportage réalisé aujourd'hui dans la capitale du Cameroun avec Marcelin Gansop, le reporter de l'année, et Élisée Borba qui tenait la caméra pour ces moments inoubliables de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la capitale Yaoundé. Ce sera dans le journal de Cédric Noufélé. Bonsoir, Douala. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Un seul objectif pour la bande de Lefto, vous permettre de commencer la journée dans la bonne humeur, loin du stress. Cadence matinale, c'est le passage obligatoire qui ouvre les portes d'une journée à la fois sereine et dynamique. Prenez votre bouffée d'oxygène. Whether na for side for Tori for quarter or na for
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Un seul titre pour le débrief, l'hommage à Boris Ndiomi Tchakounté. On l'a vu à travers ce grand reportage de Marcelin Gansop et Élisée Bourba qui est au cœur de l'action ce matin à Yaoundé. Nous sommes toujours en compagnie du maire Saint-Éloi Bidoun, David Eboutou et de Marcel Olivier Ndi. Marcel Olivier Ndi, un hommage à Boris Ndiomi Tchakounté qui tourne, on va le dire comme ça, au vinaigre pour vous. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé représente une deuxième mort de Boris Ndiomi Tchakounté? Vous, l'enseignant, je rappelle que vous êtes enseignant. Oui, je suis enseignant et je suis spécialiste des sciences de l'éducation, dont je parle d'un sujet qui me touche profondément. D'ailleurs, je profite pour adresser mes condoléances à la famille éprouvée et à la communauté éducative, bien évidemment, les élèves de ce jeune enseignant qui n'ont pas pu assister à la levée de corps. Pourquoi? Il se trouve que le proviseur du lycée de Colbisson a refusé que les élèves viennent à la levée de corps, tout comme il a refusé que... Qui est cet hommage académique au lycée de Colbisson? Hommage académique. Mais je ne comprends pas. Oui. C'est quand même curieux. Parce que on peut lui reconnaître le fait qu'il n'était pas affecté dans ce lycée. Mais on ne peut pas dénier le fait qu'il a dispensé des enseignements et qu'il était là-bas en qualité d'enseignant, même si c'est vacataire. Est-ce que vous comprenez pourquoi on peut empêcher les enfants d'aller rendre hommage à leurs enseignants? Honnêtement, l'impression qui se dégage, je dis bien que c'est une impression, l'impression qui se dégage, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure David, oui, le régime étant crépusculaire, tout événement qui attire les foules leur fait peur. Et du coup, ils se disent qu'il ne faut pas que le grand nombre d'enseignants, parce qu'on parle d'à peu près 5 à 6 000 enseignants qui étaient là, c'est quand même beaucoup, c'est important. Donc, le gouvernement s'est certainement dit qu'il y a risque. Oui. Il y a risque, oui, il y a risque de débordement, il y a risque de récupération politique et que les choses aillent en vrille exactement comme la crise anglophone. Mais en réalité, ce n'est pas dans ce sens que je voudrais aller. Aujourd'hui, cette année scolaire-ci, on déplore une recrudescence de la violence en milieu scolaire. Mais les gens essayent de donner des accusations à gauche et à droite, mais sans chercher à comprendre d'où vient le problème. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que l'éducation engage 3 acteurs. Le premier acteur, c'est le parent. Le deuxième acteur, c'est la société. Le troisième acteur, c'est l'enseignant. Marcel, je vous en prie, on va revenir sur ces problèmes après. Je veux qu'on reste d'abord sur les faits. Okay? D'accord. Je vous en prie. Saint-Éloi Bidoun, dites-moi, vous avez vu cet élément de Marcelin Gansop et Élisée Bourba? On a vu une levée du corps fortement militarisée. De quoi avaient peur les autorités? Ça dépend du côté par lequel vous voulez saisir cette situation. Et je suis désolé de le dire, je constate que vos reporters font essentiellement dans le sensationnel et la désinformation à la limite. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que j'ai écouté. Non, c'est des images. Nous tous on a vu des images. Saint-Éloi Bidoun. Non, j'ai écouté. En quoi ce que Marcelin Gansop... J'ai écouté le présentateur du journal annoncer des émeutes. Non, il n'en a rien été. Non, il j'ai n'a pas entendu annoncé les émeutes. David Eboutou tout à l'heure, votre analyste, manquer d'objectivité sur la question. J'ai dit que tout le monde déplore la mort d'un enseignant. Je vous dis que je prie Dieu que ce qui s'est produit pour lui dans sa famille ne se produise pas dans la mienne, parce que je ne sais pas si je pourrais me contenir. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Il y a eu de la récupération. Il y a eu de la récupération. Et ce que vous avez vu, moi j'ai couvert cet événement-là avec 2 casquettes. D'ailleurs, celle de maire, parce que la procession se déroulait dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, et de 2 comme maire, et en plus de ça, comme Camerounais touché par
une telle situation. Je dis que dans la procession, il était prévu que les enseignants allaient faire la procession jusqu'au carrefour Emia. Mais déjà dans les rangs, ça se disait déjà que ils vont aller jusqu'à l'école normale, ils vont aller jusqu'au Minesec, ils vont... Alors, je crois que... Monsieur le maire, je reprécise le ma gouverneur question. a anticipé. Monsieur le maire, je reprécise ma question. Commençons par la levée. L'enceinte du CHU, on a vu une forte présence et de gendarmes et de policiers dans l'enceinte du CHU où avait lieu la levée de corps. De quoi avait-on peur? Non, ce n'est pas qu'on avait peur. On avait Pourquoi donc? Un État fonctionne avec le renseignement. Et les renseignements que nous avons eus, moi, comme maire, les renseignements que j'ai eus, c'était que la marche allait s'arrêter à l'école normale et on allait imposer des hommages académiques à ces garçons. Je dis que il a droit à des hommages. Vraiment, je dis... Finalement, il n'en a pas eu droit. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'a pas eu droit? Non, tout simplement parce que il y a eu de la manipulation et de la récupération. Je crois que si le problème avait été posé de manière simple et de manière régulière, c'est parce que les gens avaient l'intention de venir créer une situation qui a été difficilement maîtrisable par l'État. Et ne pensez pas que on a peur. Et tout à l'heure, il a dit que le régime est crépusculaire. C'est pour ça que il y a ceci. Avec David Eboutou, ça fait 20 ans que nous faisons des analyses sur le caractère crépusculaire du règne de Paul Biya. En 2004, c'est de là qu'est né le G11, parce qu'on savait qu'en 2011, ce sera terminé. En 2011, le président Biya est revenu. On a vu la naissance du G18. En 2018, il est redevenu président. On commence à dire G2024. Vous comprenez? Vous savez, et il a pris un exemple tout à l'heure, David. J'ai dit, il faut être lucide. C'est un régime. Le président Biya exerce le pouvoir et il exerce les deux mains. Et le pouvoir n'est pas dans la rue. Quand vous montez une situation comme celle-là, où on voudrait profiter de la mort d'un enfant, et moi je suis d'accord avec lui, quand il dit que... Vous dites 11, c'est qui? Qui veut profiter? Vous voyez qui derrière, comme vous dites, derrière ces hommages derrière Kevin Tchakounté? Derrière les enseignants en 2016, pour arriver à la crise du Nozo, il y avait des gens derrière. Et on les a... Cette fois-ci, pour les hommages, vous voyez qui? Donc, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a l'obligation d'anticiper. Et la manière d'anticiper, c'est de prendre des dispositions utiles. Dès qu'on a des soupçons d'un risque de trouble à l'ordre public, vous ne pouvez pas renier ça. Vous n'allez pas refaire le droit administratif. Vous n'allez pas refaire le droit sur les libertés. Les libertés. C'est comme ça. Alors, quand on se met en marche, j'ai dit que ce jeune homme, si j'avais été ministre des enseignements secondaires, je crois que je me serais beaucoup plus impliqué dans l'organisation des obsèques de ces garçons. Parce que voilà quelqu'un à la fleur de l'âge qui n'aura même pas droit à des pensions. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'aura pas droit. Il est mort en dehors de son territoire, mais il a servi et il a éduqué nos enfants au lycée d'Nkolbison. On aurait dû lui faire des hommages au lycée d'Nkolbison et de l'accompagner. Mais quand il y avait des gens de la poudre dans l'air, je crois que si le maire était investi des pouvoirs de police, j'aurais pris cette mesure-là. C'est-à-dire, faites la procession, vous vous arrêtez à tel endroit. Et c'est quand ils sont arrivés au carrefour Emia, où la fin de la procession était prévue, ils ont voulu forcer
pour aller à l'école normale que les forces de l'ordre sont entrées en action. Puisqu'il y avait déjà eu une barrière de forces de l'ordre au niveau de l'EMIA. Moi, j'étais à la manifestation et je dis que j'étais dans la foule, j'étais au lieu où le truc. C'est dommage que les images de Ngansop ne m'aient pas montré. Mais c'est quand ils ont voulu traverser le carrefour EMIA qu'on a envoyé des jets d'eau. Des jets d'eau, et ça a dispersé tout le monde. Et je crois que... C'est une belle image, ça, pour le Cameroun? Non, vous ne voyez pas le démon partout. Non, je parle de l'image. C'est vous qui parlez de jet d'eau. De toutes les façons, c'était nécessaire. Nécessaire d'asperger. Puisqu'il y avait une menace véritable. Il y avait une menace véritable à cet instant. Au carrefour EMIA. Au carrefour EMIA. Et imaginez un seul instant que les élèves soient sortis des cours. Tout ça a eu lieu avant 15h30. Imaginez que au niveau du carrefour EMIA, qu'on retrouve les élèves du lycée de Ngouaikele, les élèves du lycée Général Leclerc, les élèves du CETIC de Ngouaikele, qui pouvaient rentrer dans la danse, et eux, ils prévenaient. Vous savez, souvent quand on est dans la foule, on a l'obligation d'écouter. Okay. Et vous entendez les enseignements dire que quand les élèves vont sortir de l'école, ça va se gâter. Okay. Et vous voyez, donc on a des raisons de prendre au sérieux ce type de menaces et essayer de trouver des situations palliatives. David Eboutou, une marche qui a commencé au CHU, qui était prévue il devait se faire escale à l'ENS, mais au carrefour EMIA, tout est stoppé net. Je suis extrêmement choqué par ce que j'entends de la bouche de M. Bidon. Ça rejoint ce que je disais dans mon prologue, à savoir que malheureusement on est dans un contexte où certaines personnes se plaisent, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, à banaliser la mort, à banaliser le sacré. Ce qu'on a vécu là est extrêmement grave. Ce qu'on a vécu ce matin est dramatique pour l'image de notre pays. Je tiens à rassurer M. Bidon, il n'y a pas eu de récupération partisane ou politique, non. L'itinéraire fixé par les Antillans était reconnu et apposé sur tous les documents qu'ils ont distribués. C'est comme ça que moi j'ai partagé leur itinéraire depuis le matin pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont bien dit que leur procession partirait du CHU pour le carrefour EMIA jusqu'à l'ENS. Et ils s'arrêteraient là, c'est tout. Alors, pour ceux qui connaissent cet itinéraire-là, c'est moins de 2 km. Et qui n'a même rien à voir avec les grands centres affluents urbains que l'on connaît. Donc on aurait pu simplement accompagner cette marche-là, qu'on n'aurait pas eu tous ces débordements. Ce qu'il y a à noter, et ça, c'est pour rétablir les faits. Les enseignants qui sont regroupés sous la coupole du collectif des indignés du Cameroun, présidé par M. Jacques Dessala, ont appelé leurs collègues à venir rendre un dernier hommage aux jeunes et génies. Parce que cet enfant-là, les gens ne le souviennent pas peut-être. Oui. Il avait 26 ans. Il était plègue, je crois, A2. Plègue. C'est-à-dire que après la licence, il a fait 2 ans à l'école normale et il est sorti plègue. C'est-à-dire qu'à 23 ans, cet enfant avait fini ses études supérieures. Il avait fini. Voyez-vous, c'est un génie. Il en manque aujourd'hui dans notre pays. À 26 ans, il était enseignant, professeur de lycée. Vous imaginez la peine pour sa famille. Donc, ses collègues aînés sont donc venus, ayant suivi les appels de toutes parts menés par le collectif des enseignants indignés pour rendre hommage. Et c'est pour cela qu'à dessein, ils ont porté leur toge. Ils se sont revêtus de leur toge. C'est symbolique ça. Ils arrivent depuis la matinée. Ils trouvent des fortes escouades policières et de gendarmerie. Ils ne comprennent rien. Mais néanmoins, ils sont décidés à accompagner leurs jeunes collègues. Il se passe que, au sortir de là, il y a justement quelques tiraillements ça et là parce qu'on estime qu'ils doivent être confinés au niveau du CHU. Ils ne doivent pas se déporter à l'extérieur. Il y a donc pour parler, et c'est là où arrive le gouverneur de la région du centre qui essaye de discuter avec eux. Mais jusque-là, il n'y a pas issue. Et à la fois, 3 heures de temps après que la situation réussit à se débloquer, on leur dit, ok, vous allez accompagner. Et les images sont là. Moi, je les ai publiées, on peut vérifier sur ma page Facebook, où on voit effectivement le cortège funèbre prendre la route du carrefour EMIA pour l'école normale avec des enseignants qui marchaient de manière responsable à côté. Les images sont là. Et donc, ils y allaient tranquillement. Pourquoi les stopper net
au niveau du carrefour Emia au point de les disperser avec de l'eau gazifiée et du gaz lacrymogène. C'est là où on ne comprend rien du tout. C'est pour cela que je dis, mais vraiment, même si nos problèmes politiques, partisans peuvent nous amener à nous déchirer à un certain moment, mais quand il s'agit d'un problème aussi grave que celui-là, parce que peut-être on n'a pas rappelé, on ne rappelle pas assez les conditions dans lesquelles ce jeune homme a trouvé la mort. Il a été assassiné dans un établissement scolaire. Cela, dans des pays sérieux, sous d'autres cieux, mériterait que tout un pays s'arrête. Et qu'on même du ministre. En effet, on se serait attendu normalement sur des pays sérieux. Ça fonctionne ainsi. On se serait arrêté, engagé toute une véritable réflexion sur l'itinéraire qu'on voudrait donner à notre enseignement, à notre éducation, à notre système scolaire. Mais on est passé outre. Et aujourd'hui, les enseignants sont sortis de leur mutisme habituel pour simplement crier leur colère à travers une procession qui avait commencé à bien se dérouler. Comment peut-on expliquer, qui peut comprendre, qui peut se justifier à lui-même et s'amener lui-même à comprendre que ce sont les enseignants qui ont provoqué ces forces répressives qu'on a vues là, et celles-ci se sont retrouvées en train de leur verser de l'eau simplement parce qu'ils auraient eu vent de ce qu'il y aurait des informations qui pourraient amener le pays à se retrouver dans un foutoir. Non, vraiment, ne pensons pas toujours qu'on va ramener nos idées ou alors nos petites intentions politiques dans un cadre comme celui-là qui est un milieu essentiellement intellectuel et élitiste. Au plan holistique, il faut le dire, les enseignants sont des élites. Malheureusement, aujourd'hui, on a un pays où ces gens-là sont fatigués de subir les piéteries des autres. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'est un militaire qui atterrissait dans un établissement scolaire et tabassait une enseignante devant ses élèves et devant ses collègues. C'est passé outre. On a vu des cas où ce sont des parents qui vont tabasser les enseignants. On a vu des cas où des sous-préfets demandent à un enseignant de s'asseoir, même le sol, et demander pardon à l'élève. Il me semble que les enseignants étaient donc dans une espèce de révolte qui se construisait en eux. Et cette révolte-là, en tant qu'intellectuels, ils ont voulu l'exprimer en accompagnant simplement dans le silence. Que veut une procession comme celle-là, leurs jeunes collègues? Maintenant, avec tout ce que M. Bidou expliquait tantôt, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui, il y a des informations où on lit dans des boules de cristal, on essaye de lire dans des intentions pour se dire, écoutez, il y a quelque chose qui se fomentait. J'ai dit, voilà, malheureusement, ce qui aura contribué à nous enfoncer dans les dédales de la crise où on se trouve aujourd'hui, où on soupçonne le moindre fait et geste. On épie. Le Cameroun aujourd'hui est devenu presque un état policier de fait. On soupçonne tout. D'ailleurs, vous savez que même dans des groupes WhatsApp, aujourd'hui on fait des captures d'écran, on envoie dans le service de renseignement et vous vous retrouvez embastillé. Je peux prendre le cas de quelqu'un comme Angélbert Le Bon d'Achoua, qui est membre du MRC, qui s'est retrouvé pendant de nombreux jours au CED pour une histoire de capture d'écran où quelqu'un citait simplement son nom. En disant, oui, il a intervenu dans telle affaire. La capture d'écran s'est retrouvée dans un service de renseignement et le voilà convoqué, il s'est retrouvé au CED. Donc, on est donc dans une société aujourd'hui où on amène des gens à vivre en permanence dans la suspicion. On soupçonne tout. Si le voisin a bu 2 bières, à la 3e, j'appelle tel service de renseignement parce que ce n'est pas normal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quel est ce pays où on ne peut plus voir les choses normalement? On ne peut plus laisser les choses se passer dignement comme on le voit ailleurs. Qu'est-ce qui aura empêché simplement que les forces de l'ordre dans leur professionnalisme qu'on les connaît accompagnent et encadrent cette marche-là jusqu'à l'EMIA à l'ENS, c'est moins d'1 kilomètre. Les accompagnent et s'arrêtent là pour le final, stop. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Maintenant, je pense, et je suis d'accord avec votre question que vous avez posée à M. Ndi, je pense que cet enseignant, cet enfant, la deuxième mort vient de mourir pour la 2e fois. Il est mort pour la 2e fois. Parce que vous savez, les conditions dans lesquelles il s'est séparé de ses autres collègues, au niveau de l'EMIA, on a bloqué tout le monde. Alors que tout le monde était bloqué, alors que les enseignants fuyaient, rentraient dans des sous-quartiers pour essayer d'échapper à la burlesque et violente, véhémente eau qu'on leur versait dessus. Il se passe que, effectivement, le corps a été récupéré par quelques éléments des forces de maintien de l'ordre avec quelques membres de la famille. Et puis, ils sont partis. À l'heure où je vous parle, on ne sait même pas. Il y a eu quelques interpellations. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été tous libérés. Mais il y a quelques dégâts collatéraux. Il y a des bras fracturés. Il y a des dames, il y a une jeune dame qui est toujours dans un centre hospitalier. On vient de m'envoyer des images tout à l'heure. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Donc, vraiment, je pense que le zèle des uns et des autres peut nous conduire à des situations terribles.
incontrôlable. Si ça continue ainsi, il faudrait qu'on fasse extrêmement attention dans tous les gestes. Et c'est là où je sors en répondant à mon cher René Bidou en lui disant non, il ne s'agit pas de peindre tout en noir. Il s'agit de se dire nous avons un seul héritage, un seul patrimoine commun qu'est le Cameroun aujourd'hui. Vous savez, M. Bidou, je n'ai pas de nationalité. Mais vous savez que dans votre parti, il y a des gens qui ont des nationalités. Donc si ça pète aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouveront rapidement au Tchad, au Gabon, en France, à Paris, à tout ce que vous voulez. Tout de suite là, si ça pète. Mais M. Bidou, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que vous-même, je vous soupçonne d'avoir peut-être deux passeports. Donc ça fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de penser qu'on peut venir sur les chaînes de télévision s'amuser. Parce que ce pays, c'est notre patrimoine commun. Et on l'en préserve. On ne veut pas que ces débordements nous conduisent à un chaos. Puisque nous irons où? On a tout ici. Et on n'a même rien. Pourquoi vous pensez au chaos? Mais parce que justement, vous dites que aujourd'hui on peint tout en noir et on vous pensez au chaos? Je vous le dis. Vous voyez que vous avez convaincu les Camerounais sur l'objectivité de vos analyses? Non, monsieur David, le Cameroun est debout et le Cameroun fonctionne. Et arrêtez de faire cette caricature-là. Le Cameroun, parce que vous aurez votre temps de parole. Non. Il reste 5 minutes. Je vais vous prendre pour votre temps de parole. Je sors en disant que vous peignez exactement le Cameroun dans une situation de Titanic. Vous savez, si vous avez regardé le film Le Titanic, pendant que le bateau coulait, il y a une poignée de personnes, une oligarchie multi-ethnique comme on a fait au Cameroun aujourd'hui, qui accroche au pouvoir et qui dansait sous les flonflons en haut jusqu'à ce que, effectivement, au moment de se rendre que le bateau avait totalement coulé, que eux-mêmes n'ont plus eu le moyen. Pendant que le Titanic coule, regardons la surface et essayons d'éviter ces discours démagogiques. C'est vraiment parce qu'on veut se maintenir à la maison. Il nous reste très peu de temps. Oui, non. Je crois que on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. David, vraiment. Est-ce que le pays se porte bien? Est-ce que le Cameroun se porte bien, monsieur Bidou? Répondez. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui se porte bien? Le Cameroun se porte tellement bien. Mon Dieu. Beaucoup mieux que vous ne voulez le faire. Pour la simple raison, écoutez. Pour la simple raison que je vais vous poser une question. Le Cameroun est debout. Oui, on a compris. Et il y a quelques aigris qui essayent de le peindre. De toutes les façons, battez-vous pour avoir une place dans cette société-là. Et quand le bateau coulera, arrangez-vous. Ne pensez pas que vous serez... Nous ne voulons pas que ce bateau coule. Non. Pas vos discours honorifiques. Je vous en prie. Oui, cette loi bidon, justement, on va terminer par là. On fait des grands signes là. Vous êtes... candidat au municipal Yaoundé 6, mais vous occupez un rang qui... les gens se posent des questions, vous êtes 12e sur la liste. Vous savez, pourtant vous êtes premier adjoint au maire. Est-ce que le rang importe trop peu? Je crois que ce que nous devons avoir à cœur aujourd'hui, c'est d'abord de faire triompher le RDPC. Oui. Et nous avons l'obligation de taire toutes nos querelles et de mettre sous la table toutes nos ambitions des uns et des autres. Il faut d'abord faire gagner le RDPC sur le parti que ce qui est arrivé à Yabassi il y a 7 ans ne se reproduise plus. Que les amis de David ne viennent pas nous ravir le parti. Donc, premier sur la liste, 12e sur la liste. Autant que je me souvienne, à Yaoundé 6, le maire Lolo, de regretter mémoire, était 38e sur la liste. Et il est devenu maire d'arrondissement. Et toujours à Yaoundé 6, en 1996, M. Nchamandouga, Sa Majesté, était tête de liste de 1996 à 2020. Il n'a jamais été même adjoint au maire. Ok, donc, rapidement. Ça ne compte pas beaucoup. Pour l'UFP, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, mais je voudrais évacuer. Rapidement. Oui, rapidement, le mot de la vraiment, fin, oui, vraiment, ce que je voudrais dire aux militants, même si on ne me le permet pas ici, c'est d'être sûr que l'UFP va gagner. Je leur demande d'être courageux, de braver les interdictions, d'outrepasser toutes les injonctions et toutes les intimidations
du RDPC. Nous allons gagner ce jour et j'appelle tous les militants de l'UFP à surveiller leur vote jusqu'à ce qu'on établisse le procès verbal. À conforter leur foi. Non, je vous en prie, je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Donc je dis aux militants de l'UFP, je dis à tous les militants de l'UFP de voter, de prendre le bulletin jaune ce jour-là, courageusement, et de le mettre dans l'urne. N'écoutez pas un maire de Doumé, ne peut pas influencer un concours à Yaoundé. Il ne peut pas. Donc n'ayez pas peur et personne ne sera chassé du village. Ok. Je vous remercie. Merci d'être venu. Merci monsieur le maire. Merci. Je souhaite que David Eboutou vienne m'apporter son soutien aux élections. Voilà. Merci. Merci Marcel Olivier Ndi. Merci David Eboutou d'être venu. Comme toujours, madame, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit, on se retrouve demain pour la dernière à Yaoundé, dès 19h, toujours avec la grosse équipe conduite par Emmanuel Job. Demain, rendez-vous 19h. Bonsoir, une fois de plus, aux enseignants de la République.